profiter pour commencer la séance, comme il est 31, Madame Roginski, si vous êtes prête. Euh, donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le fameux séminaire sur le position paper, qui donc doit être rendu dans quelques jours. Donc ça vous laisse un peu de marge pour voilà, digérer la séance d'aujourd'hui et poser vos questions à la fin. Donc je vous laisse la parole, Madame Roginski, et voilà, bonne séance. Merci beaucoup Martin et bonjour à tout le monde. Effectivement, je suis désolée que la séance ait lieu aussi tardivement parce que en reprenant mon support de l'an dernier, en fait effectivement on avait fait celle-ci quasi un mois plus tôt. J'ai bien conscience qu'elle intervient assez tardivement, mais logiquement, je vais certainement dire des choses en fait que vous savez déjà tous et toutes. Je laisserai quand même vraiment du temps pour la discussion à la fin en me disant qu'effectivement c'est certainement des choses que dont vous avez déjà conscience. Également à la fois par les cours mais aussi étant donné le calendrier qui est le vôtre dans le cadre du jeu. Euh, donc moi ici j'interviens depuis le début du jeu et j'interviens notamment parce que avant de rejoindre l'université comme enseignante chercheur, j'ai travaillé pour des députés européens. Donc j'étais effectivement localisée vraiment dans la bulle européenne et donc il y a des éléments qui sont aussi liés à cette expérience que j'amène. Mais bien entendu, c'est aussi des éléments qui sont cadrés par la littérature scientifique sur les enjeux qui nous intéressent parce qu'on reste dans le cadre d'un jeu sérieux, dans le cadre d'une formation universitaire. Donc il y a quand même des éléments que je dois aussi rappeler à ce titre-là. Et donc pour débuter en fait, peut-être partir quand même d'un point essentiel. Encore une fois, j'imagine que vous vous en êtes familier, mais c'est vraiment l'importance centrale de l'information dans la bulle européenne, dans tout les procédures de négociation. Et donc ici, je m'appuie sur des auteurs que je vous invite à aller lire dans le texte si jamais ça vous intéresse plus particulièrement, mais sur le fait que tout ce qui est lobbying est vraiment structuré en fait, est structuré et structure des échanges d'informations et qu'en fait l'information est vraiment la ressource clé dans le système des négociations européennes. Donc ça me semble être aussi un point vraiment important parce que en termes de position que vous prenez par rapport aux acteurs, aux actrices que vous jouez, se dire que l'information est vraiment un enjeu stratégique quand on en détient, quand on peut en partager, et que donc il faut pas entendre ici l'information uniquement comme une information journalistique, hein, dans le sens un peu doxa du terme information, mais vraiment une diversité de typologies d'informations. Et une des informations clés dans l'environnement européen, c'est l'expertise. Et donc c'est effectivement une forme de connaissance bien particulière qui s'appuie sur à la fois de l'expérience de terrain à la fois sur des recherches, des études, etc. Donc ce qu'on verra aussi par la suite. Donc ça c'est aussi quelque chose que vous pouvez mobiliser dans le cadre de la stratégie d'acteur qui est la vôtre. Donc là encore, hein, toujours en s'appuyant sur la littérature, l'idée vraiment que l'expertise technique, administrative, géographique, puisque effectivement il y a cette dimension-là assez centrale dans les négociations européennes, c'est un pilier en fait de la construction et de la fabrique des politiques publiques. Sur le slide à droite, vous voyez une illustration qui date déjà un peu, mais du Parlement européen à l'époque sur Facebook, qui, dans le cadre des élections de mai 2019, mais reproduit ça à chaque élection, essaie d'expliquer un peu vulgariser comment le Parlement fonctionne. Et là, vous voyez que une des choses qui était mise en avant, c'est que les députés européens consultent avec les parties prenantes et les experts. Et donc, effectivement, cette question de l'expertise, elle est assez centrale puisque elle est un enjeu à la fois dans ce qu'elle amène comme contenu de connaissance, mais aussi dans ce qu'elle représente.
Et donc, et ça aussi, c'est dans vos stratégies d'acteurs, c'est peut-être une dimension à laquelle vous devez penser, en quoi l'expertise que vous avez, elle est représentative. Donc, elle est représentative, par exemple, de ce qui se passe dans un pays, de ce qui se passe dans un secteur, de ce qui se passe pour des publics en particulier. Dans quelle mesure elle est pluraliste. Donc, ça, on doit toujours démontrer qu'elle n'est pas, justement, elle n'est pas biaisée parce qu'elle s'appuie sur déjà des concertations, finalement. Donc, si on représente un réseau, si on représente peu importe, en fait, qu'on représente un réseau, des publics, un État, etc. Elle doit être, en tout cas, on doit tenter de la montrer comme quelque chose d'objectif, même si bien sûr l'objectivité en réalité n'existe pas et c'est toujours un enjeu, mais c'est un enjeu en tout cas de démontrer une objectivité, une représentativité. Et donc effectivement, c'est essentiel puisque l'expertise, c'est vraiment le mode de consultation privilégié, donc la manière dont les acteurs différents, peu importe où ils se situent dans l'écosystème, sont mis en relation. Donc c'est essentiel. Si on n'a pas en fait d'éléments d'expertise à amener, en fait on est intéressant pour personne. Et là aussi, en fait, quelque chose qui, je pense aussi que vous avez dû quand même voir dans le cadre de vos cours, mais qui est aussi essentiel à prendre en compte dans vos stratégies de rôle d'acteur, c'est l'utilisation de la preuve, puisque maintenant, maintenant depuis déjà au moins, je dirais une bonne décennie voire deux, la fabrique des politiques publiques dans l'environnement européen s'appuie sur ce qu'on appelle l'evidence-based policy. Donc l'idée que on va produire des propositions législatives qui se basent sur des études, des choses qu'on a pu démontrer. Et donc c'est pour ça qu'en fait on dit finalement que un peu la démarche ou en tout cas le discours scientifique pénètre aussi ces dimensions-là de l'expertise. C'est aussi ça qui permet d'expliquer, notamment, c'est pas la seule explication, mais c'est une des explications du développement des think tanks. Et donc ça, c'est vraiment un point important, cette notion de preuve. Mais cette notion de preuve, c'est pour ça qu'il faut pas être non plus naïf. L'idée, c'est qu'ici, en fait, les preuves, elles sont toujours contestées, elles sont toujours utilisées de manière sélective, et donc c'est pour ça aussi qu'on peut prévaloir d'objectivité, mais en réalité, si on s'intéresse au processus de construction des preuves et à leur utilisation, on voit bien que on est sur des choses qui sont discutables et discutées. Et c'est ce que dit Sally Shortall dans la citation que vous voyez sur la slide. En fait, ce qui est important, c'est pas tant la preuve elle-même, l'evidence, mais c'est qui décide de ce qui compte comme preuve et quel type de preuve sera utilisé pour argumenter, pour construire les politiques publiques. Donc ça aussi, c'est un élément important et toutes ces choses que je raconte là doivent bien sûr apparaître dans votre position paper. Alors il s'agit pas de dire les preuves sont celles-ci, mais vous devez arriver à toujours argumenter par la preuve, donc démontrer que ce que vous demandez dans votre position paper s'appuie sur des evidence-based travaux, approches, etc. Et donc c'est ici aussi où la recherche, au sens de recherche scientifique, qui peut se passer à l'extérieur des institutions comme les universités ou les centres de recherche, mais qui peut aussi être dans des think tanks, mais aussi d'ailleurs dans les institutions elles-mêmes, puisque la Commission européenne a son think tank interne, le Parlement européen a aussi son centre de recherche, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui donne à voir la place quand même vraiment importante de finalement c'est un peu ces démarches qu'on retrouve dans le monde de la recherche. Ici, en fait, j'ai mis sur le slide, j'avais conduit 25-30 entretiens de recherche avec des stakeholders divers et variés sur justement, il y a 2 ans maintenant, 3 ans, sur la manière dont les personnes envisageaient finalement leur stratégie de lobbying, etc., d'advocacy. Et ce qui revenait dans tous les entretiens, c'était de ce que dit la personne ici, d'asseoir son point de vue sur la recherche et la preuve. Et donc d'amener des données
qualitative, quantitative, pour montrer par exemple que si un stakeholder dit qu'il y a des problèmes qui sont rencontrés, montrer que l'importance du problème, les personnes qui le touchent, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et qui donne du poids à l'expertise et qu'on retrouve à tous les niveaux, à la fois au niveau des stakeholders, mais comme je vous disais, aussi des institutions qui s'appuient aussi sur leurs propres organes de recherche. L'autre expertise super fondamentale, et que donc encore une fois, quel que soit l'acteur que vous jouez, vous devez montrer quand même que vous êtes en lien avec un terrain, et donc que vous représentez quelqu'un ou un enjeu particulier. Donc effectivement, pour les stakeholders, ça joue souvent par leur réseau, la représentativité des membres dans le réseau, etc. Mais finalement, cette logique-là, on la retrouve partout parce que les députés européens vont se targuer de représenter les citoyens, la Commission européenne va se targuer de représenter l'intérêt général, l'industrie va se targuer de représenter les intérêts économiques. Donc c'est vraiment toujours cette histoire de je représente qui et sur quel type d'expertise de terrain je m'appuie. Et donc ça, c'est vraiment un point important. Donc si on résume un peu et si on parle de plaidoyer, advocacy, mais qui est finalement un autre terme pour le lobbying, puisque c'est quand même des logiques similaires, en gros, le plaidoyer va consister à mener des recherches, donc utiliser des données qui participent. Enfin, dans ces données, on a aussi le suivi législatif. Donc ça, bien analyser chaque proposition législative, chaque texte qui est produit, en faire un commentaire, etc., etc. Donc ça, c'est un type de données. Les recherches universitaires sont un autre type de données. Les études de cas sur le terrain sont un autre type de données. Donc ça, c'est vraiment en fait regrouper des données aussi diverses et solides que possible pour produire des preuves et qui permettent d'établir des liens avec les décideuses politiques. Donc ça, c'est vraiment des éléments qu'on retrouve quels que soient les acteurs. Donc je pense que ça, vous pouvez vraiment le mobiliser dans votre stratégie de rôle. Mais bien sûr, il faut l'adapter au type d'acteur que vous êtes. Et donc là aussi, c'est l'extrait d'un entretien de recherche que j'avais mené dans le cadre de la recherche dont je vous ai parlé. En fait, c'est creuser des sujets et la recherche et le plaidoyer, en fait, c'est vraiment essayer de donner du contenu, de la solidité à l'argumentation qu'on construit. Alors bien sûr, comme on est dans l'environnement européen, on est dans un environnement très technique. Donc ça veut dire que vous devez maîtriser ici la question de la PAC, que vous devez aussi réfléchir aux termes que vous utilisez, et que donc vous devez vraiment aussi avoir ça en tête parce que bien sûr, en fonction des acteurs que vous jouez, vous pouvez avoir différentes stratégies et aussi une stratégie grand public qui va alors utiliser des termes plutôt vulgarisés. Mais dans le position paper ici, vous allez devoir quand même travailler d'abord sur des termes, sur le vocabulaire qui est utilisé dans le domaine dans lequel vous êtes. Et donc vous devez vraiment veiller à ça. Et donc il y a vraiment une dimension technique et tactique dans le choix des termes, dans la manière dont vous construisez vos argumentations, et ça c'est quelque chose que vous devez vraiment bien maîtriser. Et là aussi, j'ai mis cet entretien, ce passage d'entretien parce que je l'aime vraiment beaucoup sur ce qu'il dit. Donc le plaidoyer, c'est du discours, c'est de la rhétorique, c'est du vocabulaire, c'est convaincre un policymaker. Donc le choix des mots, c'est très important. Ici, c'est quelqu'un qui travaillait à Finance Watch, qui parle donc une organisation qui fait de l'advocacy un peu contre l'industrie financière. Et la personne explique en fait que dans les lobbies financiers, il y a des mots attrape-tout. On va même parfois inventer des mots et que donc en fait le mot derrière il est pas neutre. Qu'il y a un sens particulier qui est donné et que donc eux, le Finance Watch en l'occurrence, doit vraiment être sensible et réfléchir aux mots qui sont utilisés.
Donc on voit en fait que c'est tout un travail finalement de construction de répertoire d'action. Donc je pense que c'est une notion que vous avez déjà certainement croisée dans les cours. Mais ici en fait j'en parle pour vraiment récapituler un petit peu ce qu'on voit de manière assez fondamentale dans l'environnement européen. Donc, répertoire d'action, il y a vraiment l'expertise considérée comme objective, hein, donc tout ce que je vous ai raconté. Mais on va aussi trouver l'appel au nombre, hein, donc là aussi, plus on arrive à mettre en avant que l'argument qu'on pousse est en faveur du plus grand nombre, plus on est convaincant. Par exemple les agriculteurs, par exemple les consommateurs, etc. Et puis on a aussi le recours à la morale qui peut venir notamment aussi de l'industrie, hein, dans le travail de sa simplification qui est souvent demandé, c'est de dire oui mais attention, si vous voulez favoriser l'emploi, il faut pas nous donner trop de barrières, etc., etc. Donc ça, on peut voir ça comme un appel à la morale. Hop, voilà. Donc tout ça pour dire que derrière la question de l'expertise, c'est vraiment un enjeu de lutte qu'on peut observer et que vous devez finalement donner à voir aussi dans ce que vous produisez dans le cadre du jeu, et que ce cadrage, il va dépendre du contexte. Alors institutionnel, mais aussi du contexte tout simplement politique, social, etc., etc. Donc la nature un peu du débat. En fonction du type aussi d'acteur que vous jouez, donc de la logique d'adhésion, est-ce qu'on est dans une ONG, est-ce qu'on est dans un lobby qui représente une industrie, un consultant, etc., etc. En fonction des objectifs aussi de l'organisation, hein, c'est pas neutre. Et puis bien sûr des publics. Et là, on est en pleine actualité, par exemple, parce qu'on reprend dans tout le cadrage sur la simplification nécessaire de la législation européenne pour favoriser la compétition. On voit qu'on est rentré dans ce cadrage, notamment depuis la guerre en Ukraine. Et effectivement, ça joue en fait sur, par exemple, aujourd'hui ou demain, on discute de la législation sur le droit de vigilance, qui en fait a été adoptée juste après le Covid. Et le Covid a été un moment assez favorable pour les ONG qui travaillent sur cette question-là, en montrant en fait les méfaits qu'une crise, notamment environnementale et sanitaire, pouvait avoir, et donc la nécessité aussi de s'assurer qu'il n'y avait pas de dysfonctionnement dans la chaîne de production. Et aujourd'hui, on est dans un autre contexte, et donc effectivement, certains des arguments de l'époque ne sont plus forcément audibles aujourd'hui. Donc voilà, donc ça c'est des éléments importants. Et ce que rappelle ici, ça semble un peu tomber sous l'évidence, mais ce que rappelle ici ce propos d'un stakeholder, c'est qu'en fait on adapte le discours à qui on parle. Et si on parle à un député européen plutôt du PPE ou plutôt de SND, on va pas mettre en avant les mêmes choses. Donc ça paraît essentiel, enfin ça paraît évident, mais c'est toujours bien de le rappeler. Et de voir aussi à qui on s'adresse, et notamment d'adapter, en fait, d'avoir, et je reviendrai dessus, mais l'idée du position paper, c'est un peu la première couche d'un argumentaire qui ensuite se décline en fonction des publics auxquels vous vous adressez. Et donc, ce que dit aussi cette personne, c'est que en premier lieu, vous devez aussi identifier ce que vous voulez. Donc, comme acteur, vous défendez quoi? C'est quoi votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez essayer d'obtenir? Mais essayez aussi d'intégrer le positionnement des policy makers pour essayer de justement adapter l'argument au plus près d'eux, quoi. Donc ça, c'est vraiment un travail stratégique de construction de votre discours qui est super important dès l'étape du position paper. Avec toujours aussi cette tension entre ce que dans un monde idéal vous voulez obtenir et ce que de manière réalistique vous pouvez obtenir dans le contexte qui est le vôtre. Donc vous devez aussi vraiment intégrer le contexte immédiat dans lequel vous êtes. C'est quoi le type de débat médiatique dans lequel on est, c'est quoi les priorités, c'est quoi les craintes, c'est quoi les peurs, etc., etc. Parce que ça participe en fait de comment vous allez construire votre argumentation.
Alors bien sûr, dans les autres éléments que la littérature aussi met en avant sur tout ce travail de lobbying dans lequel le position paper s'intègre, bah, il y a le rapport au temps. Donc là, c'est une slide un peu ancienne, mais c'est toujours la même chose, c'est de rappeler un peu à quel niveau, à quel stade du parcours législatif on se situe, parce qu'on sait que le plaidoyer, le lobbying a plus de chances d'être significatif en début de parcours plutôt qu'en fin de parcours. Et donc par exemple, bah, là si on fait encore le lien avec l'actualité, le texte sur le droit de vigilance qui va être voté, en tout cas les observateurs indiquent qu'il y a eu un lobbying intense qui permet d'expliquer la nature du texte qu'on a aujourd'hui. Donc ça vous montre en tout cas que le lobbying il peut être plus significatif et avoir entre guillemets plus d'impact en amont qu'en aval. Mais dans tous les cas, il y en a dans toutes les phases. Et ici, sur la slide à gauche, vous avez, alors ça date, mais c'est toujours la même chose, le calendrier du Parlement européen de 2022. Il est toujours construit de la même manière. Et là où il est intéressant, bah, c'est que en rouge, vous avez les semaines de plénière, vous avez aussi bah, les semaines de groupe, etc. Et ça vous donne juste à voir que bah, on fait pas du plaidoyer ou du lobbying au même moment, enfin voilà, de la même manière, c'est ça que je voulais dire, en fonction des moments. Donc voilà, donc bah, ça je passe rapidement. De toute façon, vous aurez les slides, mais c'est vraiment pour dire que le calendrier législatif est un point important et décisif dans la manière de construire son argumentation et donc son position paper. Comme je vous disais, il y a la prise en compte du contexte. Donc là, par exemple, bah justement, ici, c'est un entretien, enfin un passage d'entretien avec quelqu'un qui travaille dans une ONG ou qui travaillait dans une ONG qui cherche justement à intégrer davantage le droit de vigilance. Donc le fait que toutes les étapes d'une chaîne de production puissent être contrôlées pour vérifier qu'il n'y a pas de travail sur les enfants, qu'il n'y a pas de dégâts environnementaux qui sont commis, etc. Et donc la personne, elle explique que bah, il y a eu une période au moment du Covid où il fallait chaque fois covidifier finalement son argumentaire en montrant finalement en quoi ce qu'on défend permet par exemple ici de lutter contre le Covid. Mais ici aujourd'hui, donc si on reprend par exemple la législation en question, étant donné que le cadrage est essentiellement celui de la compétitivité, il faudrait alors l'ONG qu'elle montre en quoi défendre le droit de vigilance, c'est aussi en faveur de la compétition. Donc c'est vraiment l'idée que chaque fois on modifie aussi les arguments en fonction des enjeux du contexte. Et comme je vous disais, bah, un constat général, c'est que depuis qu'il y a eu la guerre en Ukraine, bah, finalement, il y a eu un shift au sein de la bulle européenne sur les priorités. Mais là-dessus, on peut certainement aussi bah, faire le lien avec la montée des extrêmes droites dans le shift des priorités, etc. Donc c'est pas, enfin voilà, il y a les contextes géopolitiques, il y a les contextes sanitaires et les contextes politiques. Mais en tout cas, il faut pas que ce soit hors sol en fait votre argumentation, qu'elle s'ancre aussi dans une réalité qui est celle dans laquelle qu'on partage avec tout le monde. Et donc, par exemple, surtout qu'ici vous êtes aussi sur des questions d'agriculture, mais bah, typiquement la guerre en Ukraine a redistribué un peu les cartes dans la lutte des expertises et des argumentations et des points mis en avant sur tous les enjeux agricoles, puisque ça a eu des conséquences notamment sur tout ce qui est commerce de céréales, production et commerce de céréales. Et donc bah, l'industrie, typiquement l'industrie agricole a un peu utilisé ce contexte pour défendre une position qui n'est pas celle d'ONG, de certains groupes politiques ou de syndicats comme par exemple en France la Confédération européenne, la Confédération paysanne, pardon.
Donc voilà. Un autre point, mais je pense que ça c'est aussi quelque chose que vous maîtrisez, surtout que je l'ai compris quand tout à l'heure vous avez parlé, quand Martin a parlé des coalitions, etc. Ici pour parler des liens que vous pouvez avoir entre étudiantes et étudiants en fonction des institutions, mais effectivement les coalitions c'est un élément central. Alors effectivement à la base c'est plus au niveau des ONG notamment qu'on les identifiait parce qu'il y avait un problème de limite de ressources, etc., etc. Mais c'est finalement quelque chose qu'on voit partout, qu'il y a des coalitions d'acteurs qui peuvent traverser les champs, donc institutionnels, non institutionnels, et ça c'est un élément vraiment important. Et donc quand on arrive sur des choses très classiques qu'on trouve sur le lobbying, on a souvent dans les tactiques qui sont identifiées le lobbying extérieur, donc celui qui va être pas en coulisses, on va dire quelque part pour le dire assez simplement, celui qui va être plutôt en coulisses, plutôt dans les médiations entre les acteurs. Et puis effectivement, on a la création de coalitions d'acteurs pour mettre ensemble des ressources, qu'elles soient organisationnelles, relationnelles, etc. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Je pense que vous êtes tous déjà d'une manière ou d'une autre à construire des réseaux et à essayer notamment pour faire circuler l'information. Et là aussi, vous avez enfin, j'ai mis ici un extrait d'entretien où la personne explique que, notamment quand on est dans le monde des ONG, c'est super important de faire des coalitions parce que sinon en fait il y a aucune chance de réussite. Parce qu'effectivement, étant donné le manque de ressources et puis aussi parfois la diversité des acteurs, ça amène des choses très difficiles. Donc en fait, des fois, enfin ce que dit aussi la personne ici, c'est qu'on doit faire des coalitions qui peuvent aller d'ONG à des syndicats, etc. Donc vraiment essayer de brasser le plus large possible. C'était aussi l'extrait ici est un peu long, mais pareil, vous l'aurez quand vous retrouverez le PowerPoint. Mais là, c'est un consultant en fait qui aide notamment les ONG, enfin la société civile à s'organiser. Et qui constate que en fait, si chacun devait donner son opinion, en fait, ça serait pas possible parce que de toute façon, quelque part, les policy makers, ils cherchent là aussi la représentativité, donc ils cherchent finalement des têtes un petit peu de réseau qui peuvent parler au nom de plusieurs et qui font le boulot eux-mêmes de mettre ensemble le discours et de centraliser quelque part un peu le discours. Mais bien sûr, et ça j'imagine que c'est des choses aussi que vous pouvez découvrir dans le cadre du jeu, dans toutes les coalitions d'ailleurs, qu'elles soient au sein des institutions, à l'extérieur des institutions, l'industrie, les ONG, la société civile, il y a toujours aussi beaucoup de tensions parce qu'il y a aussi beaucoup de luttes de pouvoir. Donc un type de coalition finalement, parce qu'on peut le voir comme ça, c'est ça, j'imagine que vous l'avez croisé parce que forcément si on travaille sur l'agriculture, on peut pas faire sans un Copa-Cogeca, qui serait un peu la FNSEA version européenne, mais qui effectivement doit en fait, enfin ambitionne de parler au nom de toute l'agriculture européenne, donc avec aussi des acteurs qui ont des intérêts divers et variés qui peuvent s'opposer. Et donc pas ici simplement entre ceux qui voient pas l'agriculture de la même manière. Donc par exemple, si on déclinait en France, ce serait la FNSEA versus la Confédération paysanne, mais même au sein d'acteurs qui peuvent avoir des intérêts très proches, entre l'Allemagne, la France, la Finlande, l'Irlande, l'Espagne, on n'a pas forcément les mêmes problématiques, les mêmes priorités, et donc ça c'est vraiment des éléments qui sont aussi à prendre en compte. Et si j'arrive maintenant spécifiquement au position paper, en fait, votre position paper, il doit être aussi réaliste que possible. Donc, quelque part, si vous représentez notamment un stakeholder qui lui-même représente toute une série d'acteurs, vous devez trouver finalement le minimum qui est commun à tous les acteurs que vous représentez pour l'introduire dans le position paper.
Donc le position paper, ça reste vraiment un outil assez central dans le lobbying et donc ici dans les négociations européennes, parce qu'effectivement c'est ce qui donne à voir ce que chaque acteur défend et d'où il vient. Comment il appuie son argumentation, comment il justifie son argumentation et ce qu'il demande. Et donc ça c'est quelque chose aussi hein, quand je vous disais que j'avais fait des entretiens avec des acteurs, tous en fait parlaient à un moment ou à un autre du position paper et qu'effectivement là-dessus il pouvait y avoir vraiment aussi une variation de taille, mais dans tous les cas il faut avoir un document aussi synthétique. Et donc l'idée, voilà, c'est de montrer qu'il y a tel et tel enjeu, et voilà ce qu'il faut faire pour pouvoir trouver une solution à l'enjeu. Donc le position paper, c'est vraiment, il doit être clair, il doit être synthétique, il doit être facile à lire, il doit être bien rédigé, il doit être bien structuré. Il doit prendre en compte encore une fois les contextes. Et donc, ouais, se demander vraiment dans la checklist, est-ce que j'ai toutes les infos? Quel est mon objectif? Anticiper, en fait, quand j'ai des arguments, anticiper tout de suite les contre-arguments pour y répondre dans les arguments que je donne. Réfléchir aussi au groupe cible, parce que si on défend une position qui de toute façon ne sera jamais soutenue par un acteur institutionnel ou politique au Parlement européen, est-ce que c'est pertinent d'essayer de le cibler malgré tout? Donc ça, c'est vraiment des éléments auxquels vous devez réfléchir. Et ici, pareil, hein, j'ai repris des classiques du lobbying dans la bulle européenne qui proposent par exemple, des présentations de ce type-là du position paper. Alors, ce qui est intéressant aussi, et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller en lire le maximum. Et donc là, j'ai repris sur le site de Copa Cogeca. Alors, vous voyez, les dates sont un peu anciennes, mais c'est toujours à peu près le même format. Et comme ici, on est sur l'agriculture, j'ai remis cette slide que j'avais d'anciennes présentations où on voit en fait que quand on est sur le site par exemple, on arrive à des documents qui sont aussi des position papers, qui sont utilisés comme des position papers, et que finalement le position paper il est à la fois un policy paper, donc vraiment technique, et aussi un document de communication. Donc, il faut vraiment penser à ces deux éléments. Ce que disait un peu l'interviewé que j'ai cité un peu plus tôt, c'est à la fois très technique et à la fois ça doit être très tactique. Donc, il doit y avoir une réflexion aussi sur quelque part la stratégie de communication qui est la vôtre. Donc là, voilà, des exemples de position paper. Il y en a vraiment beaucoup, hein, donc vous pouvez vraiment en trouver plein. Si vous faites des recherches, en fait, vous aurez aucun souci pour en retrouver. Et donc là, j'en ai mis beaucoup dans mon PowerPoint, mais je vais les passer parce que ça sert un peu à rien de vous montrer plein d'exemples parce que vous pouvez les trouver vous-même. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les entretiens aussi et dans la réalité, maintenant qu'on est aussi sur des espaces qui sont en ligne, hors ligne, on a aussi des choses qui sont beaucoup plus flexibles dans leur format. Donc il fut une époque où vraiment on avait 2 pages, 4 pages, 6 pages, papier, on allait voir les acteurs avec ces papiers-là, etc. Et puis maintenant, ce que dit aussi cet entretien, il y a différentes versions du position paper, et donc la personne dit oui, parce qu'effectivement, avec le digital, on peut jouer beaucoup plus facilement sur les formats et sur le fait que on customise quelque part en fonction de est-ce que on le met sur le site web, est-ce que on va à des réunions avec, à quel type de réunion, etc., etc. Néanmoins, ce qui est quand même toujours là et qu'on retrouve quel que soit le format, c'est d'expliciter sa position par rapport à l'enjeu, et d'expliciter, justifier ses arguments. Donc la position, ça inclut les objectifs qu'on essaie d'atteindre, et les arguments, ça inclut une réponse aux contre-arguments qu'on anticipe.
Et les arguments, ils peuvent être multiples et variés. Là-dessus, ça peut être, comme je disais un peu plus tôt, scientifique, de terrain, avec notamment les études d'impact, qui sont aussi un mode de lobbying assez important, un mode de construction d'expertise. Et donc là, juste petit rappel, mais ça on le voit encore, et c'est toujours très contemporain. Donc il y a des cas qui sont très connus comme le lobby du tabac qui a financé la recherche, comme Monsanto qui a financé l'information, la désinformation sur le glyphosate. Mais ça, c'est des choses qu'on retrouve toujours sur l'instrumentalisation de la recherche pour défendre un argument. Et donc effectivement, ça nous montre aussi, comme le présentait Le Monde il y a quelques années, alors, les failles ou en tout cas les complexités, et le déroulé et l'organisation, et les procédures de construction de l'expertise dans l'environnement européen. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le position paper, c'est un peu ce que je vous disais, c'est le noyau. Ce serait un peu, enfin, si on reprend, par exemple, l'image d'un oignon, il y aurait plusieurs couches, et le position paper, c'est vraiment le noyau. Donc, c'est vraiment la colonne vertébrale de de ce qui vous êtes comme acteur, de ce que vous défendez, de comment vous le défendez, etc. Mais après, on le décline et on l'adapte en fonction des formats, de différents formats. Donc, il y en a quelques-uns sur le slide que j'ai mis, un témoignage à l'occasion d'auditions publiques, discours, communiqué de presse, publication, proposition d'amendement, sollicitation d'entretien. Alors ici, vous voyez sur le slide, c'était vraiment intéressant parce qu'en plus, comme vous êtes aussi sur des problématiques d'agriculture, parce qu'il y a quelques années, donc c'était en 2021, la Copa-Cogeca avait fait un lobbying très très fort pour revoir en fait un projet de texte qui était plutôt, on va dire, progressiste, en tout cas en faveur plus de la protection des consommateurs. Et en fait, là, les documents, c'est des documents que la Copa-Cogeca utilisait dans son réseau interne. Les documents ont fuité, donc on les a retrouvés par Politico. D'ailleurs, c'est Politico qui a fait fuiter les documents. Et donc ça, c'est des documents qui datent de l'époque. Et donc là, vous voyez, donc la Copa-Cogeca prenait enfin, des exemples d'enjeux, des exemples d'objectifs et les différents espaces pour défendre ces objectifs, donc administratifs, législatifs, campagne publique, juridique, politique, et les différents outils pour le faire. Donc moi, je garde cette slide et je la garde là parce que je la trouve très riche en fait. Je trouve qu'elle peut vous donner des indications. Et là aussi, hein, c'était dans ces documents qui avaient fuité. Donc là, c'était l'advocacy. Donc vous voyez bien que le terme aussi advocacy, en fait, il circule. Au départ, peut-être que c'était les ONG qui l'utilisaient plus, mais maintenant, même l'industrie agricole l'utilise. Et donc là, c'était la stratégie qu'ils avaient construite pour essayer d'influencer le vote au Parlement européen, donc modifier les amendements. Et donc effectivement, vous voyez, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a un cercle qui est la policy, un cercle qui est la communication, et l'advocacy qui serait finalement un peu la rencontre des deux. Et donc voilà, donc ici, moi je vous invite vraiment à aller re-regarder ces slides plus attentivement. Que vous jouiez ce rôle ou pas, hein, parce que dans tous les cas, je pense que c'est ce qui, enfin, c'est assez pédagogique finalement. D'ailleurs, donc quand Politico avait révélé ça, donc je vous passe quelques slides de l'époque. Hein, donc selon des documents internes qui avaient été révélés par Politico, mais ici c'est Le Monde, la Fédération européenne des syndicats des coopératives agricoles a engagé une intense campagne contre les réformes prévues à Bruxelles. Et ce qui était intéressant, c'était aussi la réponse de Copa-Cogeca qui disait mais en fait il y a rien de révolutionnaire dans ces documents parce que ce sont des documents sur comment on fait du lobbying ou de l'advocacy dans l'espace européen. Donc ça, je trouve que c'est aussi assez intéressant sur ces éléments-là.
Et comme je vous disais, pour avancer, pour bientôt conclure, en fait, votre position paper, il est super important parce que c'est la colonne vertébrale de tout ce que vous faites dans le cadre du jeu. Mais ensuite, vous devez le décliner et en fonction de l'acteur que vous êtes, vous le déclinez différemment et aussi en fonction de la stratégie qui est la vôtre, vous la déclinez différemment. Donc ici, par exemple, j'ai mis un exemple de mail, donc à l'époque où moi j'étais au Parlement, qu'on pouvait recevoir, et c'est toujours une pratique très courante, hein, où là c'était l'industrie financière organise un briefing sur l'heure du lunch, donc bien sûr les sandwichs sont fournis, là-dessus on donne une explication, on pousse des arguments, etc., etc. Vous voyez que ici c'était c'était kindly hosted by the office of Sylvie Goulard. Donc si on a un lien avec un ou une députée, ça peut être un atout. Donc les briefings, typiquement sur l'heure du lunch où on donne des explications, les études qu'on envoie. Donc là c'était aussi un exemple d'études qu'on pouvait recevoir, les propositions d'amendements. Donc voilà, suite à notre réunion récente, nous avons préparé quelques amendements pour le rapport Langen sur le marché des dérivés, donc on est sur les questions financières. Vous les trouverez 6 juin, précédé d'une explication du contexte. La date limite pour les amendements est le mercredi 20 mars. Donc en gros, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est l'industrie, par exemple, qui est souvent très très efficace et performante à ce travail-là, qui propose un amendement, de revoir l'amendement 5 et qui justifie cela auparavant. Et donc effectivement, après quand on regarde, on retrouve parfois ces propositions de l'industrie dans le texte qui se trouve à être voté au Parlement européen. Donc voilà, où on va recevoir aussi ce type de mail qui va dire qu'il faut voter ceci ou cela. Encore une fois, des amendements. Et puis là aussi, hein, donc là je vous ai montré surtout ce que l'industrie financière pouvait produire. Mais ici, je vous montre, en fait, ça aussi, c'est intéressant. C'est un mail ici d'ONG. Et là où c'était intéressant aussi, c'était le tutoiement et en même temps le contrôle. Donc attention, j'ai vu qu'un tel avait voté ça, mais ça m'étonne parce que voilà, etc., etc. Comme je disais aussi un peu plus tôt, une manière de décliner le position paper, c'est par des auditions. Il y en a beaucoup au Parlement européen, dans différents cadres. Parfois, c'est les commissions parlementaires qui organisent les auditions. Il y a toujours des auditions dans le cadre de discussions sur des textes de loi. Mais après, ça peut être aussi les groupes politiques, un député, une députée, etc., etc. Et donc, on retrouve ça dans EU Events, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans la bulle européenne, énormément de rencontres, de présentations, etc. Et là aussi, en fait, c'est aussi un moyen de prendre un café, de discuter avec quelqu'un et d'avoir une relation un peu privilégiée, on va dire. Donc voilà, dans d'autres types aussi de déclinaisons, on peut avoir des expositions parfois qui sont faites au Parlement européen. Voilà, donc vous voyez ici c'était l'industrie pharmaceutique où on peut aussi décliner sous forme un peu originale. Donc là c'était la SNCF qui en gros avait envoyé des choses qui ressemblaient comme à des médicaments, mais à l'intérieur c'était des bonbons. Et à chaque fois, c'était on joue sur ingrédients, utilisation suggérée, etc., etc. Donc voilà. D'autres types, encore une fois, de déclinaison quelque part du position paper. Bien sûr, Politico est aussi un espace très fort de déclinaison de ça, notamment via l'envoi journalier de cette petite revue de presse quelque part qui présente tous les enjeux du moment. Là où on en est dans les textes, etc., etc. Moi, je vous invite à vous abonner à ça, hein, c'est gratuit, parce que c'est vraiment intéressant en fait. C'est quelque chose qui vraiment nous tient finalement toujours un peu en alerte sur tout ce qui se passe
au niveau journalier dans la bulle. Et puis là-dessus, vous avez bien sûr aussi tous les autres types de modalités de médiation et d'influence qu'on peut avoir. Donc bien sûr, il y a aussi les médias sociaux, Internet, etc. Le fait que si on a un téléphone portable d'un député, bah, c'est beaucoup plus facile de le toucher, etc., etc. Donc voilà, moi je pense que je vais m'arrêter là. Parce que comme ça on aura un quart d'heure pour la discussion. Oui, je vais peut-être juste vous montrer pour terminer ces petites illustrations en fait qui donnent à voir ce monde de proximité, de médiation dans la bulle. Donc juste pour expliciter, la peinture de Mickey que vous voyez au milieu, c'est le Mickey Mouse bar. Vous avez une photo en bas à droite qui est un des bars, un des cafés du Parlement européen à Bruxelles, où il y a beaucoup de rencontres avec des lobbyistes, puisque effectivement ils ont un badge des lobbyistes de couleur marron qui leur permet un accès cadré et limité, mais quand même un extrait très facile à l'enceinte du Parlement européen. En haut à gauche, vous avez une photo de la place du Luxembourg. On voit derrière le Parlement européen, où là aussi il y a beaucoup de proximité entre les différents types d'acteurs. Et puis là ça date, hein, mais en bas à gauche vous avez un print screen à l'époque celle qui s'occupait du groupe qui aujourd'hui est plutôt le groupe Renew. Et qui montrait aussi finalement une proximité entre ici eurocrates. Donc ça c'est plutôt pour illustrer la proximité entre les acteurs. Donc vous ne devez pas avoir peur de faire des liens qui peuvent possiblement vous paraître un peu étranges, un peu contre nature de prime abord, mais qu'on va quand même retrouver dans la bulle européenne. Et donc, sur ce, je vais conclure et vous arrêter le partage et vous souhaiter en tout cas un bon jeu. Et on prend donc le quart d'heure qui reste. Si vous avez des questions, je suis tout oui. Alors, je vous entends pas, Martin. Je vois vos lèvres qui bougent. Ah Euh, voilà, je vous entends. non, voilà, déjà, beaucoup de reconnaissance pour votre présentation que vous venez de terminer. Merci beaucoup. Même si, comme vous l'avez rappelé, elle est survenue un peu tardivement, présentation qui permet vraiment bien de saisir l'esprit du position paper, je trouve. Donc oui, n'hésitez pas à me faire suivre vos slides après, comme ça je pourrai les faire parvenir à l'ensemble des joueurs qui ont assisté, qui pourront revenir un peu sur toutes ces images. Voilà. Et donc voilà, dans la salle et dans le chat, comme il nous reste une grosse dizaine de minutes, si vous avez des questions, quelques dernières questions pressantes pour finaliser vos position papers ou autres sur l'advocacy, n'hésitez pas, c'est le moment. Je peux les relayer à voix haute et je vais ouvrir le chat aussi pour qu'on puisse les voir apparaître en temps réel. Je sais pas si tout le monde a bien entendu dans le Zoom. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi par chat. J'ai aussi également ouvert le chat. Bon, on dirait que tout le monde a déjà terminé son position paper avec beaucoup d'avance et Bah tant qu'il mieux, est, hein. qu'il est prêt à être déposé. Euh, mais bon, en tout cas, merci. Je sais pas, on peut clôturer avec un peu d'avance si Bah, s'il n'y a pas de ça ne questions, parce fait que c'est vrai pas. que souvent, en fait, je déborde et donc après, ça rend difficile les questions. Donc là, j'étais quand même assez sensible à la question du timing. Après, de toute façon, ce qu'on peut aussi dire, c'est que moi, je reste à disposition s'il y a des questions. Et je pense que vraiment, ce sur quoi vous devez tous et toutes être vigilants, c'est la question du réalisme.
parce que voilà, il faut que vous colliez au plus près à votre acteur ou votre actrice, peu importe qui c'est. Et je dis ça parce que je vois sur l'écran Thomas entre parenthèses FNSEA, de bien essayer de suivre les acteurs que vous incarnez sur bah, les espaces numériques pour essayer de voir comment ils défendent leurs positions et leurs arguments, parce que je dis ça parce que la FNSEA qu'on entend en France sera pas nécessairement mettra pas forcément les mêmes choses quand elle est à Bruxelles en train de faire du lobbying. Donc ici il faut vraiment faire attention à pas avoir une approche trop franco-française, même quand vous jouez un acteur français. Parce qu'on doit adapter vraiment le discours quand on est dans l'enceinte européenne. Et donc moi, je vous conseille vraiment d'aller suivre. Et si vous avez avancé sur le position paper, c'est vraiment super. Mais peut-être ça vaut le coup alors d'aller vérifier une dernière fois que vous êtes dans le bon dans la manière dont vous avez analysé les enjeux principaux, anticiper les arguments, les contre-arguments et en quoi vos arguments répondent aux contre-arguments. Ça, c'est vraiment essentiel dans la bulle européenne. On construit les arguments toujours en anticipant les contre-arguments et en y répondant. Réaction de Tom. Oui. Mais une question de Chiara aussi. En fait, l'exercice ici, c'est aussi d'expliquer. Alors ça, c'est effectivement la dimension. Je vais lire la question parce que tout le monde ne l'a pas. Au niveau des attentes pour le position paper, je voulais savoir si vous préférez que le contenu soit proche de la réalité, avec des arguments cohérents avec la position réelle d'une ONG ou d'un lobby, ou vous attendez plutôt une approche plus hybride, où l'on explique aussi notre raisonnement durant les semaines de préparation. En fait, c'est les deux, parce que vous devez être cohérent. Et vous devez pas faire l'impasse sur ça, c'est essentiel. Mais effectivement, bah, vous devez aussi expliquer le raisonnement qui a été le vôtre et peut-être les étapes concrètes que vous avez réalisées, donc en termes de discussion, de réunion, de négociation, pour arriver à construire votre position paper. Donc en gros, c'est pour ça que l'exercice n'est pas si facile que ça. C'est une réponse positive aux deux. Donc vous devez être proche de la réalité avec des arguments cohérents avec la position réelle, et vous devez expliciter le raisonnement et comment vous en arrivez à ça. Et est-ce que par exemple, pour arriver à votre position paper, vous avez suivi des étapes concrètes de négociation, de discussion, etc., etc. Donc c'est vraiment les deux. Donc soyez vraiment attentifs aux deux choses. Parce qu'on va vous évaluer sur les deux choses, vraiment. Sur la cohérence avec la réalité et la manière dont vous avez avancé, la trajectoire, le processus en fait. C'est aussi ça, parce que c'est un processus et en fait on est sur des choses complètement processuelles qui ne s'arrêtent jamais et qui totalement itératif aussi d'une certaine manière. Et donc ça, c'est quelque chose que vous devez aussi garder en tête, de nous donner à voir chaque fois le processus. Alors, merci pour votre réponse. Étant donné la limite de page, pensez-vous qu'il est pertinent acclamer certains articles qui vont dans notre sens et ou rappeler le contexte global des négociations? Euh, alors là, moi, effectivement, je pense que, enfin, moi, mon conseil, parce qu'effectivement, vous avez un nombre de pages, c'est d'être aussi synthétique que possible sur les dimensions plus contexte global des négociations pour montrer que vous avez fait le boulot, que vous savez de quoi on parle, que voilà, que c'est quoi le texte, c'est quoi le contexte institutionnel, etc. Mais d'être le plus synthétique possible sur cette dimension. Donc, quelque part, d'être le plus synthétique possible sur la dimension qu'on, logiquement, on devrait retrouver partout. Parce que partout, vous allez aussi amener bah, c'est quoi, en fait, l'enjeu sur lequel vous travaillez cette année, etc., etc. Euh, et donc, d'être aussi synthétique sur ce qui est générique à tout le monde, mais de le mettre, parce que si vous ne l'avez pas, ce sera quand même problématique, et d'être aussi détaillé que possible sur ce qui est spécifique à vous. Donc, et dans le positionnement, et dans le travail que vous avez mené. Alors là, est-ce que ce processus n'est pas justement à mettre dans la partie... Le, Ah oui,
For your eyes only. Ok, euh, ça c'est plus effectivement à mettre là-dessus parce qu'encore une fois, gardez en tête que le position paper c'est quelque chose un outil, voilà, qu'on trouve dans la bulle. Donc votre position paper doit être dans votre quelque part quelque chose que vous pourriez publier demain. Donc ça, c'est vraiment l'idée, quoi. Donc effectivement, le processus c'est plus à mettre dans la partie pour vos yeux uniquement. Néanmoins, il peut y avoir des choses que vous mettez aussi dans la partie du position paper, parce que par exemple, si vous amenez un argument qui finalement est le produit de négociations que vous avez menées avec d'autres stakeholders ou d'autres acteurs, bah, ça montre à la fois ce processus, mais c'est aussi un argument de représentativité, etc., etc. Et cetera. Et puis ça peut être aussi tourné comme un élément que vous donnez à voir dans le position paper. Donc en fait, c'est un peu de l'artisanat et il faut être un peu flexible parce que c'est pas, ça dépend le statut de ce que vous dites. Et ça dépend de ça, de savoir si vous le mettez dans la partie pour vos yeux seulement ou dans la partie le position paper. Et en gros, une négociation avec un acteur pourrait aussi bien venir dans les deux, mais comme vous êtes contraint en nombre de places, bah, si vous pensez que ça peut être aussi un élément finalement qui peut se construire comme un argumentation, et bien là, peut-être que vous pouvez le passer dans le position paper un peu entre guillemets traditionnel et mettre pour vos yeux uniquement bah, l'objectif aussi qui est poursuivi ou la stratégie que vous avez en tête derrière, mais bien sûr que vous n'avez pas révélé aux autres acteurs, etc., etc. Donc réfléchissez un peu judicieusement en fonction de ce que vous voulez faire et mettre en avant. Oui, tout à fait. Du coup, pour un État membre, le fait de mettre en avant nos coalitions avec les autres États pourrait être peut-être une façon de montrer ce processus. Tout à fait. C'est pour ça, parce que en fait, concrètement, ce que vous mettez dans la partie pour vos yeux uniquement, c'est des choses qui sont sur votre tactique ou stratégie individuelle, mais qui logiquement, alors on peut certainement les deviner, mais en tout cas, vous n'allez pas les afficher comme telles dans le jeu. Donc ça, c'est ce que vous allez vraiment mettre dans cette partie. Par contre, tout ce qui peut être une coalition qui en même temps participe à défendre votre intérêt, etc., etc. Bah là, c'est pas que pour nos yeux en fait, parce que ça participe. Enfin, on le voit bien au Conseil, hein, les États qui font alliance, bah c'est pas que dans les coulisses. Donc il y a peut-être la dimension dans les coulisses, parce que par exemple, je donne un exemple concret, si vous faites alliance avec par exemple un État pas respectable ou je sais pas quoi, où vous jouez Victor Orban et vous faites alliance avec des États que vous arrêtez pas de critiquer, bah ça, vous allez peut-être pas le mettre, enfin vous n'allez pas le publier, vous n'allez pas le dire aux journalistes. Donc ça va dans vos yeux uniquement. Par contre, ce que vous allez mettre en avant, parce que par exemple vous faites une coalition d'États pour défendre quelque chose et vous allez en parler aux journalistes, bah ça vous allez pas le mettre dans vos yeux uniquement, dans la partie pour vos yeux uniquement. Donc en fait, réfléchissez en vous disant, est-ce que vous rendriez public cette stratégie ou pas? Si elle pourrait être même devenir en fait un motif d'argumentation, bah vous le mettez à la place idoine dans le document. Si à l'inverse, effectivement, c'est pas quelque chose que vous diriez à qui que ce soit parce que vous savez que ça pourrait être contesté, bah là c'est pour vos yeux seulement. Donc c'est vraiment du cas par cas en fait. C'est vraiment ça. C'est du cas par cas et par rapport à la stratégie qui est la vôtre, à l'acteur que vous jouez, aux objectifs qui sont les vôtres. C'est vraiment mais c'est vraiment du fine tuning quoi. C'est vous et quelque part un document doit pas être l'autre, même si on imagine bien qu'il y a des choses qu'on pourrait retrouver dans différents documents, mais il doit y avoir un peu votre patte aussi quoi. Il est 29 à la limite. On a le temps pour une toute dernière question, mais dans le chat. Mais sinon, sinon je propose qu'on clôture la réunion à la limite, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de, voilà, de répondre aux questions. Merci dans le chat pour vos questions. Puis bon courage à tout le monde pour le position paper, du coup, dans les prochains jours.
Là, vous êtes paré, je pense, c'est bon, ça va le faire, vous en faites pas. Et merci, Madame Roginski. Donc, Il n'y a pas de quoi. voilà, voilà, envoyez-moi les slides, comme ça je pourrai les Ouais, 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 fixer. ouais, Et ouais. puis, euh, et puis à bientôt, donc. À bientôt et bon jeu à tout le monde. Ah mince, une dernière. Ah. Dans le cas où nous sommes en train de préparer une modification qui nécessite du temps, l'expertise d'autres acteurs et que cette modification n'est pas encore aboutie. C'est quand même intéressant de l'aborder dans le position paper. Bah, je pense bien. Euh, En fonction, moi je dirais, je la mettrais dans tous les cas pour vos yeux uniquement, ça c'est sûr. Et si vous arrivez à la tourner comme un argument en faveur de votre position, de vos objectifs, vous pouvez le faire apparaître dans le position paper. Si vous sentez que c'est encore trop fragile et que vous n'êtes pas en capacité de le tourner comme argument enfin de justification de la position, bah alors moi je serais vous, je le limiterais pour la partie pour vos yeux seulement. Voilà mon conseil. Sur ce, Sur ce, bon jeu à tout le monde et à très bientôt. à bientôt, Madame Roginski, au revoir. Au revoir.